Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction sur TV Fil 78. Il est 18h si vous nous suivez en direct et comme chaque soir, nous commençons par les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Les avocats du barreau de Versailles dans la rue aujourd'hui devant le palais de justice pour montrer au gouvernement leur mécontentement et leurs inquiétudes concernant le budget alloué par l'État à l'aide juridictionnelle. Dans un instant, c'est le bâtonnier de Versailles qui nous en dira plus sur ce plateau. Renault Mégane, Peugeot 208, elles sont en apparence banales, mais elles dissimulent des radars de dernière génération capables de flasher les dépassements par la gauche et les excès de vitesse dans les deux sens. Ces véhicules sillonnent depuis peu le département. 164 arbres symbolisant les 164 personnes accompagnées par le cabinet de recrutement ABC for Value, plantés aujourd'hui dans les jardins et parcs du château de Thoiry, opération symbolique qui permet à l'établissement de conforter son image éco-responsable. Nous en parlerons aussi autour de cette table avec les principaux protagonistes. L'image du jour, c'est la société Cocktail Games qui vient d'être primée en Allemagne. La PME versaillaise spécialisée dans les jeux de société a reçu le titre de jeu de l'année pour Anabi, qui se base sur la mémoire et au cours duquel les participants doivent participer à la réalisation d'un des plus beaux feux d'artifice. Vous voyez les images de ce jeu. Cocktail Games s'est fait connaître en 2003 avec un jeu politique, Casse-toi pauvre con, 250 000 exemplaires vendus pour ce clin d'œil assumé à une déclaration de l'ancien président Sarkozy. Les avocats du barreau de Versailles se sont réunis au palais de justice de la ville pour protester contre la réforme du financement de l'aide juridictionnelle. Ils dénoncent une diminution du budget et réclament un dialogue avec la ministre Christiane Taubira. Les explications d'Olivier Maniscalco et d'Élodie Moine. Les avocats du barreau de Versailles en colère. Ce mardi, ils se réunissaient symboliquement au palais de justice pour protester contre le désengagement de l'État dans le financement de l'aide juridictionnelle. Cette aide permet à tous d'accéder à la justice et d'être défendus par un avocat financé par l'État. Avec 30 millions d'euros alloués en moins dès 2015 pour cette aide, les avocats ne s'y retrouveraient plus financièrement. Ils redoutent également que, sans financement, les dossiers bénéficiant de cette aide juridictionnelle soient traités sans considération et confiés à des avocats sans expérience. La balance de la justice serait donc menacée. Le problème de l'aide juridictionnelle, c'est que ça fait 10 ans que les questions sont posées et qu'il n'y a aucune solution qui n'a été arrêtée par l'État, alors que la profession a fait des propositions excessivement sérieuses. La seule réforme qui avait été envisagée était de faire une taxe sur le chiffre d'affaires des avocats, c'est-à-dire que c'était aux avocats de financer sur leur activité l'accès au droit, ce qui est totalement invraisemblable. C'était comme si on demandait aux médecins de payer sur leurs honoraires les soins qu'ils allaient prodiguer à leurs patients. Les avocats réclament aujourd'hui une concertation avec la ministre de la Justice, Christiane Taubira, concernant le financement de cette aide juridictionnelle. De leur côté, ils proposent d'instaurer une taxe sur les actes juridiques pour assurer leur rémunération. Et je reçois donc Olivier Fontibus, bonsoir. Bonsoir. Bâtonnier des avocats à Versailles, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par clarifier un petit peu votre combat. Cette aide juridictionnelle dont il était question, qui la sollicite en général, ça s'adresse à qui et dans quel cas très précis? Alors aux plus démunis, puisque l'aide juridictionnelle permet aux personnes qui ont une rémunération, un revenu extrêmement bas, moins de 600, 700 euros, de bénéficier de l'assistance d'un avocat. On parle de 30 millions d'euros en moins accordés par l'État. Quelles conséquences ça pourrait avoir? Effectivement, le budget de l'aide juridictionnelle est au niveau national d'environ 235 millions. Le gouvernement avait décidé, il y a de cela un mois, de baisser ce budget de près de 30 millions. À l'époque, nous avions bougé, nous étions mobilisés, nous avions interpellé le garde des Sceaux, et le 4 octobre dernier, Madame Taubira nous a annoncé qu'elle revenait sur sa réforme et qu'elle annulait effectivement cette diminution de l'aide juridictionnelle de 30 millions. Et finalement, l'autre pendant de cet engagement, c'était effectivement d'ouvrir des discussions. Cela fait près de 20 ans que nous discutons sur une augmentation de l'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, ce budget n'a pas augmenté depuis 2007 et les avocats travaillent à perte depuis des années. Est-ce que cet argent, pour être très clair, il est versé à qui? Aux avocats qui défendent justement les citoyens qui n'ont pas les moyens? En fonction des dossiers qu'ils acceptent. L'État indemnise l'avocat, je ne parle pas de rémunération, mais d'une indemnisation qui est en dessous du seuil de rentabilité des cabinets. Selon quels critères? Comment se fait l'indemnisation? Alors ça dépend d'un système d'UV, d'unité de valeur. Chaque dossier vaut tant d'UV. Par exemple, un divorce, ça vaut 30 UV et l'UV est à 23 euros, ce qui fait à peu près 600 euros pour un divorce. Alors que
que le prix d'un divorce, je dirais, classique peut évoluer entre 2 000 et 3 000 euros. Ce sont des affaires, des dossiers en tant qu'avocat que vous êtes obligé d'assumer? Alors, il n'y a pas d'obligation. Les avocats sont volontaires pour assurer ces missions d'aide juridictionnelle, civile ou pénale. Sur Versailles, par exemple, c'est un volontariat pur, absolument. Et ça fonctionne bien? Les avocats sont volontaires? Parce Les- que si aucun avocat n'est volontaire, comment ça passe? Non, les avocats sont volontaires. Il y a plus sur 750 confrères à Versailles. Près de 300 assument ces missions d'aide juridictionnelle à plus ou moins grande échelle. Quelques dossiers, beaucoup de dossiers. C'est une liberté absolue. Mais ces missions, nous les assumons totalement et pleinement. Vous disiez tout à l'heure un budget de 235 millions à l'échelle de l'Hexagone. Il est de 2 milliards en Grande-Bretagne. Ce sont les chiffres que vous avancez lorsque vous comparez un petit peu les choses. Comment on peut expliquer ce gouffre, ce grand écart entre les deux pays? Je pense que la justice en France a toujours été le parent pauvre. Le budget de la justice en France est minable. Nous sommes, je crois, le 43e pays en Europe, après des pays comme l'Azerbaïdjan. Et pourtant, ce budget augmente globalement. Il augmente toujours un petit peu, mais dans le budget de la justice, ce qui augmente surtout, c'est la part pour le pénitentiaire, c'est-à-dire pour construire des prisons. Ça, on a de très gros financements. Mais la justice elle-même, il y a de moins en moins de magistrats. Et s'agissant de l'aide juridictionnelle, ce qui permet l'accès au droit, on parle de l'accès au droit, de permettre à plus en plus de gens d'avoir accès au droit, accès au juge. C'est une belle chose, mais l'accès au droit signifie l'accès à l'avocat, et l'accès à l'avocat, c'est l'aide juridictionnelle. Ça veut dire que les choix en France des différents gouvernements, pas uniquement de celui-ci, mais des précédents également, ce ne sont pas des bons choix en termes de justice? Ce ne sont pas des bons choix, puisqu'on demande à une profession libérale d'assumer seule la solidarité nationale. Permettre à tout individu en France, quel que soit son revenu, d'avoir accès à la justice, c'est une question de solidarité nationale, de budget national. Or, c'est la profession d'avocat qui assume, en gros, ce poids de charge. Vous parlez d'un budget globalement parent pauvre pour la justice. Pour autant, il y a des économies à faire et ça touche tous les secteurs. Oui. Quelles solutions vous pouvez proposer sans, une fois de plus, creuser le déficit de l'État? Tout à fait. Les avocats sont conscients des limites du budget de l'État. C'est la raison pour laquelle le doublement ou le triplement de ce budget passe par des financements extérieurs à celui de l'État, bien que ce soit une question de solidarité nationale. Nous avons fait des propositions. Le Conseil national des barreaux, qui est notre institution représentative au niveau national, a depuis des années proposé des solutions. Vous l'avez indiqué dans votre reportage, il s'agit notamment de la taxation de tous les actes juridiques en France, qui permettrait de doubler à tout le moins ce budget. Ça permettrait aussi, effectivement, d'avoir à intégrer la protection juridique. Les assureurs gagnent beaucoup d'argent sur la protection juridique. On pourrait, là aussi, les solliciter. Mais ça peut se retourner sur les assurés. Les contrats d'assurance seront plus élevés. Il faudra forcément quelqu'un qui paye. Vous parliez de taxes. Les taxes, aujourd'hui, ce n'est pas forcément très à la mode non plus. Ce n'est pas à la mode, c'est une évidence. Mais il faut trouver des moyens pour alimenter ce budget qui correspond à un élément de la solidarité nationale. Et ce n'est pas aux avocats de l'assumer seuls. Mobilisation aujourd'hui, pas uniquement d'ailleurs à Versailles, sur l'ensemble de la France. On l'imagine, vous ferez bientôt un bilan, voir si cette opération a bien fonctionné auprès des différents avocats. Mais est-ce qu'il est d'ores et déjà prévu d'autres actions? Alors, tout dépendra effectivement de la façon dont la chancellerie va. Ce n'était pas une grève aujourd'hui. Ce n'est pas une grève, c'est un mouvement de mobilisation pour faire comprendre à la chancellerie, qui a ouvert des discussions, que ces discussions doivent continuer. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose dans le projet de réforme de la loi de finances 2014, c'est de faire mieux avec moins. Nous disons que nous ne pouvons pas gérer la pénurie, nous sollicitons de la chancellerie l'ouverture de vraies négociations pour discuter de ces propositions qui permettraient effectivement un jour d'arriver à une vraie rémunération, et plus à une indemnisation indigne pour un pays comme la France. Vous parlez d'un Grenelle de l'aide juridictionnelle. Oui, tout à fait. J'ai parlé de Grenelle parce que ça signifie bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire d'ouvrir un dossier, de mettre les partenaires autour d'une table et de discuter. Voilà. Amenons autour de la table les compagnies d'assurance, toutes les professions voisines de celles des avocats, la chancellerie, la profession d'avocats, et discutons de l'accès au droit, puisque c'est effectivement le mot d'ordre. Est-ce que pour l'instant les discussions semblent en bonne voie? Est-ce que ça pourrait être envisageable? Est-ce que la garde des Sceaux a répondu à cette mobilisation aujourd'hui, par exemple? À ma connaissance, elle n'a pas répondu. Elle avait répondu le 4 octobre de façon effectivement satisfaisante, puisque le projet dont vous parliez tout à l'heure avait été abandonné. D'autres projets qui avaient été aussi néfastes pour la profession avaient été abandonnés. Nous espérions l'ouverture des négociations fructueuses. Or, nous nous apercevons un mois plus tard que nous allons dans une voie qui n'est pas la bonne. Une grève est possible? Une grève peut-être pas, mais des mouvements d'humeur du barreau. Le bâtonnier, par exemple, procède aux désignations des avocats à l'aide juridictionnelle, que ce soit au pénal ou au civil. Il se pourrait effectivement que nous faisions là aussi
une suspension de ces désignations. Ça pourrait intervenir rapidement? Ça peut intervenir demain si nous n'avons pas satisfaction, évidemment. Merci Olivier Fontibus d'être venu sur ce plateau bâtonnier des avocats de Versailles, mobilisé donc aujourd'hui avec vos différents confrères. L'autre actualité de ce 5 novembre, c'est la présence sur les routes du département de nouveaux radars. Ils sont capables de flasher les véhicules qui circulent dans les deux sens de circulation. Les nouveaux radars embarqués sont en service et ils fonctionnent, comme ont pu le constater Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Vous l'avez peut-être croisé sans vous en rendre compte. Le radar nouvelle génération roule dans les Yvelines. Installé dans un véhicule banalisé en mouvement, le système peut contrôler des véhicules dans les deux sens de circulation et jusqu'à 4 voies parallèles, sauf en cas de terre-plein central. Il est indétectable par les avertisseurs de radar, mais surtout par les automobilistes. L'idée, la philosophie de ce dispositif, c'est de créer auprès des usagers de la route un sentiment d'insécurité, non pas négatif, mais qui est plutôt destiné à les rendre vigilants sur leur propre conduite, leur propre comportement, sur leur environnement, de manière à, bien sûr, essayer toujours et encore de faire diminuer le nombre de tués sur les routes. Mais qui dit nouvelle génération dit budget. Ce nouveau système coûte 70 000 € et un seul véhicule sera équipé dans le département. Autre aspect, la marge de tolérance est augmentée. De 5 km/h pour les radars classiques, cela passe à 10 km/h jusqu'à 100 km/h et 10% au-delà. Ainsi, les petits excès de vitesse ne sont pas pris en compte. Là, comme vous pouvez le voir, le radar a flashé un véhicule qui venait en sens inverse de nous. Il roulait à 106 km/h pour une vitesse de 90. Donc cette personne va recevoir l'avis de contravention chez elle, à savoir donc une amende à 45 € et un retrait de 1 point. Et pour être flashé, il doit y avoir un écart de vitesse de 20 km/h entre les deux véhicules. Lors de notre essai d'une vingtaine de minutes, le radar a contrôlé 83 automobilistes pour 4 infractions répertoriées. Depuis le début de l'année, 46 personnes ont trouvé la mort sur les routes yvelinoises, dont les 2 tiers à cause d'excès de vitesse. Et que pensez-vous de ces nouveaux radars? Vous le savez, chaque soir, vous réagissez aux différents sujets d'actualité sur notre antenne. Voici le micro-trottoir de ce mardi. Mon avis personnel, ça va me donner des chances de prendre des points en moins. Après, sur le fond, si statistiquement on démontre que ça fait baisser le nombre de morts sur la route, c'est forcément bon, quoi. C'est pas juste, parce qu'on est toujours là pour être contrôlé et c'est pénible. Je suis tout à fait pour que ce soit... c'est leur métier d'abord, de nous indiquer qu'il y a des lois, il y a des règles à respecter, il y a le code de la route qui est valable pour tout le monde. J'estime qu'on paye déjà assez, on fait attention sur les routes, il y a des limitations, moi je les respecte en général. Si en plus, parce que je dépasse de 10 km à l'heure, je vais me faire avoir une amende, ben non, je suis contre, voilà. Ce n'est pas en tout cas un nouveau véhicule qui aidera la police à résoudre ce mystère du côté du Technocentre à Guyancourt. On vient d'apprendre que le 30 octobre, un adolescent de 17 ans a été retrouvé inconscient sur ce site appartenant à Renault. La police judiciaire de Versailles cherche toujours à expliquer les causes de ce qui semble une agression. Plongé dans le coma car son pronostic vital était engagé, la victime s'est réveillée hier mais n'a pas encore été interrogée. Les caméras de surveillance n'ont rien filmé. Originaire de Bretagne, le jeune homme n'a jamais travaillé pour la marque aux losanges. Il était venu rendre visite à un ami dans le département. L'avenir du bureau Yvelines Information Jeunesse à Versailles, toujours incertain. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. L'association qui intervient auprès des jeunes pour les questions d'emploi, de logement, de formation n'a plus de directeur depuis le 1er novembre. Les employés ont manifesté fin octobre. Le conseil général qui gère une partie de la structure propose une réunion d'ici le milieu du mois. On écoute Laurence Cousin, adjointe à la direction d'Yvelines Information Jeunesse. C'est au micro d'Olivier Maniscalco. Le fait de ne pas avoir d'interlocuteur, c'était vraiment pour nous vraiment très angoissant sur le futur de la structure. Maintenant, il faut que ce soit suivi d'actes. Donc on espère vraiment qu'il y aura très prochainement un président. C'est la première urgence, président, trésorier. Et puis après, un directeur ou une directrice. Tant que ce n'est pas installé et mis en place, on reste vigilant effectivement. Donc il y a toujours la pétition en ligne. On atteint là les 200 signatures, mais on la maintient pour l'instant, effectivement. Un arbre pour un emploi, un boulot pour un boulot, plus précisément. C'est le nom d'une opération menée aujourd'hui à Thoiry par le cabinet ABC for Value. 164 arbres plantés, une opération qui permet de symboliser des emplois créés. Les précisions avec Claire Cambier et Jonathan Villeman avant d'en parler en plateau avec 2 nouveaux invités. Une opération de reboisement un peu particulière s'est déroulée au parc de Thoiry ce mardi. À l'initiative du projet, un cabinet de recrutement.
Le projet Un boulot pour un boulot a permis de planter 164 arbres, dont des bouleaux, symbolisant les 164 personnes accompagnées par ABC for Value. Ce qui est important pour nous, c'est que notre entreprise participe à son échelle à effectivement le développement durable. Et donc planter des arbres, ça a énormément de symbolique, à la fois dans le domaine de l'environnement, puisqu'on plante un arbre, il va pousser, il va grandir. Mais c'est également, voilà, quand on plante quelqu'un dans une entreprise, c'est pour qu'il grandisse, c'est pour qu'il apporte de la valeur. Voilà, donc la symbolique pour nous est extrêmement liée. Cette société en est à sa 4e opération de la sorte. Cette année, elle a souhaité agir en région parisienne. Ça c'est pour Rennes. Sur ces papiers, le nom des personnes placées par les 5 antennes du groupe. Pour le parc de Thoiry, cette opération permet d'enrichir son parc botanique d'essences rares. On a un vaste programme de reforestation du domaine qui fait 155 hectares. Donc chaque année, on essaie de planter un petit peu. Et donc là, ce soutien nous a vraiment aidés parce que ça nous a permis de financer des essences très rares de bouleau, mais aussi de pins qui viennent de Chine. Pour découvrir les fruits de cette initiative, il ne vous reste que quelques jours. Le parc ferme ses portes dans une semaine. Et je reçois donc ce soir le comte Paul de la Panouse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, fondateur du parc zoologique du château de Thoiry et également Louis Grumer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur associé du cabinet ABC for Value. On vient de voir le déroulement de cette opération. 164 arbres donc plantés. Ce sont 164 personnes que vous avez accompagnées avec votre cabinet. On peut peut-être préciser ce qu'est justement ce cabinet. C'est quoi un cabinet d'acquisition et de développement de talents ? Alors, ABC for Value, c'est un cabinet qui existe depuis 2003, qui était fondé à Nantes, autour des ressources humaines. Donc le point de départ, c'est effectivement l'entrée dans l'entreprise, c'est donc le recrutement. Et au fil des années, on a développé effectivement notre propre approche dans les ressources humaines, dans les offres que nous proposions au marché. Et en l'occurrence, on a monté des offres doubles qui consistent à avoir une prestation première comme le recrutement, auquel on a créé un accompagnement spécifique pendant la première année d'intégration. L'idée du coaching, du management, vous voyez si le salarié s'intègre bien dans l'entreprise ? Exactement, un peu comme on l'a vu à l'image avec les arbres. Les arbres, il faut les planter, mais après, il faut les arroser. Nous, on a pris effectivement ce même principe, cette même symbolique, pour l'appliquer à notre travail. Et c'est de là qu'est née l'acquisition et le développement de talents. Voilà. Vous êtes présent depuis 2003, donc vous êtes installé depuis 2003. Il y a des cabinets sur Paris, Nantes, Rennes, Lyon également. Une quinzaine de collaborateurs. Vos clients PME, PMI ? C'est plutôt effectivement des PME, des PMI également. Ce qui est important sont les valeurs aussi. Donc il y a souvent des entreprises à capital familial, parce que pour ces entreprises, comme certains groupes d'ailleurs, la valeur humaine, les hommes qui composent les entreprises, c'est une valeur extrêmement forte. Et les prestations qu'on propose correspondent bien à leurs valeurs. Et c'était aussi un peu le lien avec le parc de Thoiry. Et c'est la raison d'être aujourd'hui. Justement, comment est né ce partenariat ? Vous les avez sollicités. L'opération existe depuis 2010. Chaque automne en 2010, vous plantez ces différents arbres. Exactement. Vous aviez déjà entendu parler de cette opération ? Par Louis Grumer, oui, mais quand il a choisi de venir sur Thoiry, nous étions tous extrêmement heureux parce que nous sommes une famille qui accueille des familles. Lui permet à un membre d'une famille de s'enraciner dans une entreprise et nous avons trouvé que la symbolique était très belle et des boulots pour un boulot. Et nous sommes très heureux d'accueillir ces 164 arbres parce qu'ils correspondent à une histoire personnelle. Grâce à Louis Grumer et à son entreprise, c'est l'histoire de 664 familles qui s'enracinent dans Thoiry pour toujours. Un souvenir qui va grandir, qui va s'épanouir au soleil. Et c'est quelque chose pour nous de très bien, parce que c'est pas un arbre anonyme qui est venu d'une pépinière, si rare soit-il. C'est un arbre personnalisé qui prend racine à Thoiry grâce à Louis Grumer. Vous avez veillé à l'essence des différents arbres aussi qui sont plantés, parce que c'est important pour l'environnement, l'écosystème de Thoiry, pour ces animaux qui sont présents aussi. Vous avez veillé au boulot qui était planté. D'où viennent-ils ? Ah oui, non, mais ça c'est certain. Et c'est parmi les arbres qui ont été offerts par l'entreprise de Louis Grumer. Et les arbres sont des arbres de qualité. On ne peut pas s'amuser. De même que je pense qu'il a choisi des gens de qualité pour les entreprises où il les mettait. En tout cas, les arbres sont vraiment de grande qualité. On ne peut pas s'amuser à mettre
Parce qu'un arbre, contrairement à quelqu'un dans une entreprise, on peut passer d'une entreprise à l'autre au cours d'une carrière. L'arbre, a priori, il est là. L'arbre qui est à Thoiry, il est là jusqu'à sa mort. A priori, il est là pour longtemps. Donc un souvenir qui est enraciné, un château monument historique et un jardin où les arbres témoignent d'une histoire familiale. On parle d'emploi aussi derrière ces arbres qui sont plantés. Vous parliez de cette symbolique. Aujourd'hui, cette activité du recrutement, ça fonctionne bien malgré la crise, les difficultés, le chômage, les mauvais chiffres? Écoutez, on passe une première période de l'année où ça a été très compliqué. On a dû faire face effectivement à un ralentissement parce qu'il y a eu une forme de grippement entre les entreprises qui ne recrutaient plus et également les collaborateurs qui ne souhaitaient plus bouger à l'extérieur de l'entreprise. Là, on sent un peu plus de fluidité depuis quelques semaines, depuis la rentrée en définitive. Quand vous montez une telle opération, c'est aussi pour vous faire connaître, c'est aussi une opération de communication. Ça coûte cher, une telle opération? Ça coûte un budget de l'ordre de, je dirais, 3 à 4 000 euros environ, tout compris, effectivement. Et vous le referez d'année en année? Vous savez déjà où vous allez planter les prochains arbres? Même si j'imagine que vous seriez content d'en accueillir de nouveau, encore l'année prochaine à Thoiry. Ah oui, mais le principe de l'opération est d'aller dans différents sites. Et nous avons été très heureux d'avoir été choisis par ABC for Value. Je dirais qu'aujourd'hui, en tous les cas, entre Thoiry et nous, c'est une histoire, j'allais dire, d'amitié et de valeur, c'est important. Et donc chaque année, on choisit effectivement des sites en fonction de ces deux critères. Ça peut être dans des communes, précédemment autour de Nantes. Ça a été dans une autre famille d'entrepreneurs à côté de Rennes il y a 4 ans maintenant. L'année prochaine, on cherchera à tourner effectivement géographiquement pour se rapprocher de tous nos bureaux et que chaque personne placée en France par notre intermédiaire ou accompagner et son arbre proche de chez lui. Ces opérations de développement durable, on va dire, c'est pas une première pour Thoiry. Vous veillez à justement l'environnement, construction écologique, gestion des déchets, réduction des dépenses en énergie aussi. C'est le leitmotiv où vous imposez dans chacune de vos décisions ce genre de choses. Ah oui, ça c'est ma fille et mes enfants maintenant. Mes patrons. Sont mes patrons, mais ils ne me l'imposent pas du tout. Je suis très heureux de voir qu'ils font évaluer le parc. Quand j'ai commencé il y a 40 et quelques années, j'étais comme un fermier un sud-africain qui a inventé quelques trucs pour faire mettre des animaux ensemble sur des grands territoires. Maintenant, le niveau est beaucoup plus haut puisque nous avons 2 vétérinaires et demi, un ingénieur environnemental, 3 curateurs, un directeur de collection et un niveau scientifique, que l'on en est au point de faire une ferme bio pour pouvoir nourrir les insectes qui seront mangés par les amphibiens avec des fruits dont nous sommes sûrs qu'ils n'ont pas été traités aux pesticides. Alors voilà, l'opération de ABC for Value rentre dans cette recherche de qualité. Mais la qualité humaine est tout aussi importante que la qualité sanitaire pour les animaux et les arbres. J'ai une toute dernière question à vous poser, elle ne concerne pas cette opération, mais on avait évoqué sur cette antenne la hausse de la TVA qui passerait à 10% en janvier au lieu des 7% qui touchent votre parc. Vous souhaitiez un taux à 5,5%, ce qui marquerait aussi la différence avec les parcs de loisirs qui sont taxés à même hauteur que vous, 10%. Où en est ce dossier? Est-ce que vous avez nous avons été très aimablement reçus par M. Benoît Hamon, mon fils et moi, hier, et il nous a dit qu'il essaierait de faire son possible, car effectivement, en plus, il y a une terrible injustice qui vient de ce que les cirques ont récupéré le taux de 5% et que nous ne comprendrions pas que les parcs zoologiques qui remplissent des missions qui leur coûtent très cher soient à 10% de TVA, alors que les cirques où c'est l'exploit de l'homme face à l'animal, qui ne remplissent pas ces missions, les animaux n'ont pas les conditions de confort dont chez nous ne l'auraient pas. Donc, en fait, c'est la contrepartie des missions que nous remplissons. Et je dois dire que nous avons une très bonne écoute. Nous avons été soutenus par les députés, mais ce n'est pas passé. Le gouvernement n'a pas cédé à la Chambre. Mais nous avions des amendements de tous les partis. Et nous espérons au Sénat. Nous espérons aussi, nous voyons M. Gérard Larcher dans quelques jours, et nous espérons au Sénat que nous savons déjà que les partis de la majorité comme de l'opposition vont de nouveau présenter un amendement dans ce sens. Alors, on suivra bien évidemment ce dossier, nous vous donnerons les dernières avancées. Merci à vous deux. Je rappelle donc que le cabinet ABC for Value a donc planté ses 164 arbres du côté de Thoiry cette année. On termine ce journal par du sport et ce week-end se déroulait le premier trophée West Yvelines de cyclocross. Cette course à étapes permettait aux 180 participants spécialistes de route, VTT et cyclotourisme de s'affronter sur tous les terrains. Anthony Reich et Elodie Moine. Après la première étape contre la montre, les spécialistes de la route s'aventuraient dans le bassin de la Boissière sur un circuit de 3 km très glissant. Il fallait donc limiter la casse pour ne pas dégringoler au classement.
C'est vraiment technique, il faut surtout être prudent de manière à pas faire la chute, parce que il y a pas mal d'ornières dans le bois et ça c'est vraiment piège, quoi. Si on arrive un peu trop vite, tout de suite on tombe. Pour ce premier trophée West Yvelines, ils étaient 180 partants issus de toutes les fédérations de vélo, cyclotourisme, VTT ou route. Et au milieu du peloton, le Saint-Quentinois de 16 ans, Quentin Fabre, a remporté la première étape de Bois d'Arcy dans sa catégorie. Dans la Boissière, il arrive sur son terrain de prédilection. Une stratégie particulière, je sais pas, mais peut-être dans les parties techniques, savoir bien relancer avec mettre de la force sur certaines parties. Après, dans les parties sous bois, savoir gérer son effort pour mettre tout ce qu'on a pour la fin. Après le dernier contre-la-montre de dimanche après-midi, Quentin Fabre devra finalement laisser son maillot de leader à l'Essonien David France, qui remporte ce premier trophée West Yvelines. C'est la fin donc de ce journal. Je vous retrouve mercredi 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité locale ce soir sur TV Fil. N'oubliez pas le 7-8 Société avec Catherine Zelato et ses invités qui reviendront sur la polémique autour de l'éco-taxe. Excellente soirée sur notre antenne.